Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan vient de s'imposer à domicile face à Empoli 3-0. Tout s'est déroulé en deuxième mi-temps puisque c'est Piontek sur un centre de Çalhanoğlu à la 49e qui ouvre la marque côté milanais. 2 minutes plus tard, Kessié d'une belle balle piquée sur passe de Castillejo marque le deuxième but milanais. Et enfin, c'est Castillejo lui-même sur un beau centre de Conti à la 67e qui crucifie Empoli. Nous en parlons ce soir à 4 puisque j'accueille Tom, Roland et Aristide. Salut à vous. Bonsoir. Alors Tom, ça fait un petit moment, j'imagine que ça va devenir compliqué pour toi de faire des compliments, non? Pas tant que ça, parce que je trouve que sur les dernières semaines, même si on n'a pas fait l'émission, j'ai vu du mieux avec cette équipe de Milan. Même si je dois t'avouer que sur la première mi-temps, j'étais en train de me dire, en fait, c'est quand on prépare l'émission qu'ils se mettent à être mauvais. Parce que comme tu dis, comme tu as dit en entrée, tout s'est déroulé en deuxième mi-temps. C'est vraiment tout s'est déroulé en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, je pense qu'on était beaucoup à avoir envie de tuer la moitié de l'équipe, tant c'était insipide, fade et avec un manque total d'investissement et d'intensité. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'a dû leur dire Gattuso. Je pense des mots assez jolis pour les réveiller. Mais en tout cas, en deuxième mi-temps, c'était nettement mieux. Certes, face à une équipe d'Empoli qui était quand même très très faible et qui lutte pour le maintien, et on a vu que c'était pas pour rien. Mais au final, bon, on a 3-0, on aurait même pu en avoir plus si la VAR n'avait pas refusé deux de nos buts. Et Ils on étaient prend valables? 3 points et on revient, je crois, à un seul point de l'Inter, peu de temps avant le derby. C'est pas mal, c'est objectif rempli. Les deux buts refusés à la 10e pour Paqueta et à la 78e pour Bolini étaient valables? Le premier est hors jeu, donc là le premier il ne prête même pas à débat. Le deuxième plus parce que C'est position, il ouais. est sifflé en fait une action de jeu de Coutronnet qui effectivement est hors jeu au départ de l'action et qui d'après l'arbitre je pense estime qu'il a fait action de jeu et qu'il a un peu gêné le défenseur adverse sur les dribbles de Borini. Ça prêtera à débat. Certains diront que le but était valable, d'autres non. Je pense que de toute façon, c'était que le quatrième but, c'est pas très très important de s'attarder là-dessus, je pense. Donc Roland, en dehors du fait qu'on puisse remercier quand même Empoli d'avoir redonné confiance à tous nos bras cassés, puisqu'on a vu ce soir briller Bolini, Castillejo, on a vu briller Kessié, Çalhanoğlu à des degrés différents bien évidemment, mais c'est pas la première fois, comme le souligne Tom, que le Milan nous fait une mi-temps bien meilleure que l'autre. Oui, c'est vrai que c'est devenu de façon un peu bizarre une sorte de constante d'être inconstant comme ça au cours d'un match. Bon, est-ce que c'est rassurant? Je sais pas, mais disons que voilà, on a véritablement vu une réaction. Je pense que c'était assez rare ces derniers mois, ces dernières années de voir le Milan capable de réagir de cette façon. On a toujours beaucoup pêché face aux adversaires soi-disant faibles. On était toujours en train de se dire qu'il faut prendre les points face à ce genre d'équipe, mais on avait toujours du mal à le faire depuis quelques années maintenant. Voilà, content de voir une réaction, puisque ce soir, comme disait Tom, on joue contre une équipe qui joue le maintien et qui était, j'ai trouvé, particulièrement faible, sauf quand on l'a mise en confiance en deuxième partie de première période. Donc voilà, une réaction qui était assez positive. Et moi, bah, tout ce que je relève de ce genre de match, c'est qu'on garde donc cette quatrième place, que pour une fois, on fait, on fait le plein de points face à une équipe largement prenable, largement à notre portée. Et puis bon, voilà, si ça permet en plus de mettre un peu des joueurs en confiance, des joueurs qui sont en difficulté habituellement, de les mettre un peu en confiance, c'est toujours intéressant. À côté de ça, on est sur une dynamique où on marque quand même pas mal, puisque sur les 3-4 derniers matchs, on doit être à la dizaine de buts marqués. Bon, donc je trouve que c'est assez positif, sachant que on a eu beaucoup de mal en première partie de saison à enchaîner les buts, à enchaîner les matchs avec des buts marqués. Donc voilà, plutôt une période plutôt positive, toujours aussi laborieux au niveau du jeu, enfin bien souvent laborieux au niveau du jeu, mais les résultats sont là. On se maintient à la quatrième place alors que le derby approche. Donc moi, pour l'instant,
je vais me contenter de ça, et c'est déjà bien l'essentiel, je pense. Et défensivement, ça tient la route, hein, il faut le souligner, parce on prend vraiment très peu de buts. Donnarumma, ce soir, a dû s'employer la 91e minute. D'ailleurs, le joueur d'Empoli, je sais plus comment il s'appelle, nous a fait une action là qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et bravo à notre jeune gardien donc pour l'avoir sorti. Aristide, tout à l'heure, Tom posait la question, se demandait pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé pendant la mi-temps, ce que Gattuso avait pu dire aux joueurs. Moi, j'imaginais Gattuso toujours en train de faire comme avec Joe Jordan, c'est-à-dire les prendre tous par le cou, comme il savait si bien faire. Ancelotti, on avait presque peur. Il y a dû y avoir un produit dopant verbal là, injecté par Gattuso à ses ouailles. Comment as-tu vécu ce match? Vous l'avez dit, une première mi-temps poussive. Je pense qu'effectivement, Gattuso a dû avoir les mots justes à la mi-temps. On est revenu effectivement en tout début de seconde période. Si on marque 2 buts en 3 minutes, c'est pas un hasard. Hein. À la 49 et 51 de mémoire, c'est parce que voilà, les joueurs jouaient déjà en première intention, ce qui n'était pas le cas en première mi-temps, où il y avait beaucoup trop de touches de balle avec des mouvements des milieux de terrain et des attaquants trop statiques. Donc je trouve qu'on a joué vraiment en première intention en début de deuxième mi-temps, avec aussi c'est vrai des joueurs qui sont en confiance en ce moment, hein, et ce depuis quelques semaines voire quelques mois maintenant. On n'a pas fait d'émission contre l'Atalanta, mais je pense que moi j'attendais beaucoup ce match. Ce matin, je me suis réveillé avec pour une fois, et je parle pour une fois depuis quelques années, un plaisir et une attente vraiment du match du Milan AC, ce qui ne m'était plus arrivé depuis quelques années. C'est-à-dire que je me disais ce matin, je vais prendre du plaisir à regarder cette équipe parce que je trouve qu'il y a vraiment un Parce qu'il y mieux a en termes. Bakayoko sur le terrain, allez à vous. Et oui, bien sûr qu'il y a Bakayoko. Voilà. Et non, je trouve que vraiment il y a une cohésion d'équipe, un sens du sacrifice défensif, offensif, que je n'avais pas vu depuis quelques années au Milan AC, et j'en retrouve, et j'ose le dire, hein, parce que c'est vrai que on nous critique souvent parce qu'on détruit les joueurs, souvent à juste titre, mais il faut aussi le souligner, en ce moment, moi je prends du plaisir à regarder le Milan AC, et j'attendais ce matin le match de ce soir avec impatience, et j'étais très content de cette deuxième mi-temps, même si la première m'a laissé vraiment sur ma faim, et je me suis dit, pourvu qu'on fasse pas comme les années précédentes, c'est-à-dire les semaines, les mois, les années précédentes, à galérer, comme vous avez dit, contre un petit à domicile, ce qui nous est déjà arrivé. L'année dernière, pour rappel, ou il y a 2 ans, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière, on a perdu contre Empoli à domicile, 1-2. Cette année, c'est différent. Alors, un match ne ressemble pas à un autre match, mais tout ça pour dire que je trouve qu'il y a un palier qui a été franchi ces dernières semaines, ces derniers mois, et je tenais à le souligner. Roland, un petit mot? Oui, je voulais réagir sur la notion de cohésion pour dire que je partage complètement ce que dit Aristide. C'est quelque chose que, comment dire, il y a beaucoup de reproches qui peuvent être faits à Gattuso au niveau du jeu et tout ce qui est animation dans cette équipe. Mais c'est vrai que on a vraiment gagné à ce niveau-là en termes de cohésion. Quand on s'intéresse aux déclarations des joueurs, avant les matchs, après les matchs, ou même en dehors du cadre d'une rencontre. Il y a toujours beaucoup de compliments pour Gattuso par rapport à ce qu'il apporte à l'équipe en termes justement de cohésion, d'affect, de ressenti. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est tout à mettre au crédit de notre entraîneur. C'est quelque chose qui manquait vraiment les autres années, alors même qu'on a encore beaucoup changé l'effectif l'été dernier et encore l'été d'avant, ce qui favorise pas évidemment, je pense, l'esprit d'équipe, la cohésion. Là, voilà, c'est quelque chose que Gattuso a réussi à mettre en place. Ça se ressent sur le terrain et ça fait du bien de voir globalement, puisqu'il y a toujours parfois des petites exceptions, de voir globalement des joueurs investis et qui vont se donner pour le collègue d'à côté. C'est ce manque de lien et ce manque d'esprit d'entraide qui a beaucoup manqué depuis on va dire à peu près 2010-2011 par là, je pense. Donc je voulais rebondir là-dessus, souligner que c'est vraiment un aspect dans lequel le Milan a progressé et qui est aussi important que les aspects technico-tactiques, si on veut, pour redevenir une équipe qui tient la route. Mmh. Oui, c'est vrai, ça c'est indéniable. Alors, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Tout le monde attend avec impatience le top de Tom. C'est parti. Il est compliqué le top de Tom parce qu'il est encore en train de réfléchir sur le numéro 3. Ah, il est en train de disserter. Je vais
je vais parler du retour, entre guillemets, du retour des bannis, des pestiférés. Et je vais mettre Kessié, Çalhanoğlu, ex aequo. Oula. Alors ouais. Ils ont trouvé un adversaire à leur taille. Oui, c'est possible aussi. Mais c'est à la fois pour ce soir et également un peu pour le mois, on va dire le mois, on va être gentil pour Çalhanoğlu, on va dire les deuxièmes matchs plutôt. Mais je trouve qu'il y a un léger mieux par rapport à leur niveau abyssal. Et Çalhanoğlu, même du meilleur général, c'est pour ça que j'ai même plus envie de mettre en avant Çalhanoğlu que Kessié sur le match de ce soir, parce que Çalhanoğlu, je l'ai pas trouvé mauvais. Le repositionnement, je sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'en première mi-temps, il était sur le côté gauche et Paqueta au centre. En deuxième mi-temps, ils ont interchangé. Et dans l'axe, il a été bon. Dans l'axe, il a été bon. Alors certes, effectivement, Empoli a laissé de plus en plus de place au fur et à mesure du temps, mais je l'ai trouvé bon. Et il a été tellement mauvais tout au long de la phase aller depuis des semaines et des semaines que pour une fois, j'ai envie de le mettre un peu en avant. Surtout, c'est dans un match où en fait qui est très compliqué à analyser, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vont en penser mes compères, mais en première mi-temps, j'avais envie de mettre que des flops. Et en deuxième mi-temps, j'avais limite que des tops en face de moi, donc c'est très compliqué à analyser. Donc, j'ai décidé en tout cas de récompenser un petit peu un joueur qu'on a quand même logiquement critiqué ces dernières semaines. Oui, mais c'est sa période là, tu sais très bien qu'il nous fait toujours 2 mois. Alors ça dépend de la qualité des adversaires en général. Mais il est capable de nous ressortir 2 bons mois et tu vas voir que ses fans vont réclamer sa titularisation en permanence la saison prochaine. Ça, j'en suis près convaincu. Mais avant que tu passes au numéro 2, je crois qu'Aristide a un petit mot en réaction à ce que tu viens de dire. Oui, pour info, Tom, et puis pour tout le monde, il y a Çalhanoğlu qui s'est remis avec sa copine et elle attend un enfant. Donc voici c'est exactement ça. Voici l'info cosmopolitane, voici l'amour du jour. Donc est-ce que ça explique ses bonnes performances récentes? Peut-être. Est-ce qu'il va pouvoir nous faire 4, 5, 6 bons mois comme l'année dernière? Je lui demande que ça. Oui, enfin, alors, si je peux me permettre de préciser toute cette histoire. C'était justement cet aspect-là qui posait souci, puisque lorsqu'il avait ses soucis de couple, notre ami Çalhanoğlu, justement, c'était autour de la question de savoir qui était le père. C'est pour mais ça vous savez tout, vous? Ouh, j'ai pas été jusque-là. Moi, je suis pas au courant de tout ça, moi. Il y a eu J'avoue, Roland, j'ai pas été jusque-là. Mais Roland est abonné à la presse italienne. Tu connais Akan, Roland, personnellement? Non, mais je m'intéresse beaucoup à son cas, puisque... Bah c'était lui l'autre père potentiel, il nous l'a pas encore dit, mais si ça se trouve, il est dans l'histoire. Non, du tout. Mais il y a eu toutes ces histoires, et c'est vrai, mais comme je disais déjà au cours des émissions, c'était réglé depuis quelques temps, cette histoire avec sa copine, enfin avec sa femme plutôt, pardon. Donc bon, je pense que cet argument il est remis avec sa copine, c'est depuis septembre que c'est le cas, on va peut-être passer à autre chose. Voilà, c'est un joueur professionnel et je pense que oui, il a fait du mieux ces dernières semaines, mais bon, sa situation personnelle avait l'air plus stable depuis déjà quelques mois. Voilà, bref, fin de la parenthèse glamour si on veut. Ah bon, on en apprend des choses ce soir et on va pouvoir passer au numéro 2 de Tom. Alors avant, j'avais totalement oublié un joueur, j'avoue que je l'avais totalement zappé. Donc je vais le rajouter dans le top 3 là parce qu'effectivement, il m'a autant irrité en première mi-temps qu'il a été intéressant en deuxième. C'est Castillero, mais j'ai pas forcément envie de m'attarder là-dessus. Je maintiens mon avis limité sur ce joueur que je n'estime pas beaucoup, mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il a été convaincant et il faut lui reconnaître ça. Donc ça, c'était la petite aparté, je l'avais totalement oublié, désolé. En numéro 2, Romagnoli, parce que je crois que sur le match, c'est peut-être un des seuls qui en première mi-temps était bon, en deuxième mi-temps était bon, et depuis le début de la saison est bon. La seule question, c'est quand il est mauvais, ouais. Bah, j'ai vu passer une stat, alors je sais pas ce qu'elle vaut. C'était soi-disant un des seuls défenseurs centraux en Europe à ne pas s'être fait passer en 1 contre 1. Ah oui, donc ça, si c'est avéré, avec Van Dijk, que je crois le défenseur des restes de Liverpool. Et si c'est avéré, ça te classe quand même le type, quoi. Donc c'est vraiment un patron en dehors du fait que, enfin, sportivement, je trouve que c'est un excellent joueur, c'est un excellent aussi, capitaine, c'est vraiment et attaché au club. Ouais, je vais laisser après Roland parce que je pense que Roland il va sûrement vouloir en parler également, mais c'est un bonheur de l'avoir et si vraiment on arrive à avoir cette Champions League à le conserver, j'en serais le premier ravi. Et en numéro 1, ça va être le cyborg là qu'on a acheté pour 35 millions là du Genoa, la Piontek. Alors lui,
C'était Gonzalo qui déjà en attaque les 6 premiers mois, Ah, parce c'est que le j'ai jour oublié et la son nuit. prénom. Rien à D'ailleurs, voir. oui, d'ailleurs, petit aparté, bien sympa l'interdiction de recrutement de Ah, oui. Chelsea. Donc, petite pensée pour l'ami Gonzalo qui est retourné voir son père spirituel Sarri, qui d'ailleurs est contesté et en plus dans un club qui interdit le recrutement. Ça, c'est la petite aparté. Maintenant, parlons de notre attaquant à nous. Alors, je sais pas si c'est la forme du moment ou si c'est vraiment un énorme crack. Mais toi qui aimes bien les vrais buteurs MJ, je pense que tu dois Ah, être je suis ravi. C'est fan. le type, c'est un truc de fou. Je suis fan absolu. Je sais même pas s'il avait touché plus de 5 ballons potables en première mi-temps. Là, bam, dans la surface, ça tremble pas. Entre les jambes, terminé, au revoir. Alors c'est vraiment le type d'attaquant que j'adore, ça tout le monde le sait, les finisseurs. Moi j'ai toujours aimé ça, j'aime pas les attaquants qui font des gris-gris et qui en vendangent 15. Là on a vraiment quelqu'un de pragmatique qui va à l'essentiel, qui L'appel plante, sur le but. chapeau. L'appel sur le but, c'est tout est bon. Et c'est à chaque fois qu'il fait des matchs avec nous, à chaque fois je me dis, mais tout est bon chez lui. C'est un truc de fou. Je suis vraiment épaté par ce joueur. J'étais très sceptique sur son arrivée, je dois le reconnaître, parce que j'étais persuadé, comme pour Higuain, que le problème du Milan, c'est pas l'attaquant de pointe, c'est vraiment tout ce qui est au niveau de la construction du jeu. Mais malgré tout, il y a peut-être aussi une part, et peut-être que je n'avais pas forcément analysé cette problématique-là, d'intensité et d'implication. Et là où Higuain s'est très vite désinvesti de sa mission parce qu'il était venu à contre-cœur, là on a un mec qui a vraiment envie de venir, qui a vraiment envie de se donner, et ça se voit. Et en plus, il a l'air d'avoir tout un tas de qualités. C'est vraiment un pur bonheur là aussi de le voir jouer. Non, et puis un autre truc, je sais pas si ça lui arrive de sourire, parce qu'il est tellement concentré sur l'objectif, tellement sérieux, austère. Alors moi j'adore, hein, c'est vraiment le... Il sourit quand il marque. Ah oui, il sourit quand il marque, mais sinon, vous avez vu quand il est sorti, alors il devait être au repos, etc. Il a salué Cutrone, et très bien, bon, mais enfin, on est toujours très sérieux, très concentré, très dur, très dans le regard, dans le visage fermé, etc. C'est impressionnant, on sent qu'il est à fond dans son match à 200%, et ça me bluffe terriblement ça. Aristide. Non, je voulais juste ajouter pour Tom, du coup, une part de Paqueta, peut-être, qui change le milieu de terrain. Oui, c'est vrai, même si sur ce match-là, c'est pas le match où j'ai vu le Brésilien le plus C'est en vrai, vue le de. plus Voilà. à l'aise offensivement. Voilà, c'est pour c'est ça vrai. que je l'ai pas cité, mais voilà. Bon, j'espère juste que Cutrone continuera à jouer, même s'il n'a pas marqué ce soir, il aurait pu. Mais sinon, Piontek, évidemment, formidable, ça personne pourra dire le contraire, il est impressionnant. On passe à Roland. Alors, moi, ça a été compliqué aussi de déterminer un top, puisque ce match est joué sur un rythme particulier entre une première mi-temps exécrable et une deuxième meilleure, on va dire. En troisième place, bon, c'est plutôt pour dire, pour faire un geste, je vais parler de. Bon, je vais mettre Conti en troisième place. Donc. Ah oui, Alors j'étais pas du tout du genre à vouloir le titulariser à tout prix parce que j'ai beaucoup apprécié ce que faisait Calabria depuis plusieurs semaines, que je trouve je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès à tous les niveaux. Donc j'étais pas du genre à réclamer Conti à outrance, mais j'ai été content de le voir titularisé ce soir. Et puis bah il nous l'a plutôt bien rendu. Bon, beaucoup d'imprécisions, il faut quand même le souligner, je pense. Mais voilà, le revoir titulaire après tout ce qu'il a connu depuis son arrivée au Milan, globalement, à l'été 2017, il a eu soucis de santé sur soucis de santé. Voilà, content de le revoir sur le terrain, puisque ça va pouvoir aussi servir pour la nationale et à terme, je l'espère. et une qualité Et de puis, sang. et Qualité puis de sang voilà, qui est bluffant. j'allais venir à cet aspect-là. Peut-être moins brillant défensivement que Rodriguez ou que Calabria en temps normal, mais au niveau des centres, c'est vrai que c'est un régal. Et bah, il l'a encore montré ce soir avec une nouvelle passe décisive. Je crois que ça doit être sa troisième depuis son retour de blessure début janvier, Alors qu'il a quasiment pas joué. alors qu'il a quasiment pas joué justement. Donc voilà, je voulais mettre en avant ce retour. Et j'espère que ça continuera comme ça pour lui parce qu'on a la chance d'avoir deux latéraux à droite très corrects avec Calabria et Conti et potentiellement plus que corrects en tout cas. Et peut-être que si Souzo s'en va, il sera possible de faire jouer les deux. Hein. Je sais que je m'avance et que les gens préfèrent des vrais ailiers, mais vu les qualités de centreur de Conti, son dynamisme, etc., qui va certainement finir par retrouver, parce que là on n'a qu'un aperçu. Il est évident que quand il sera Oui, mieux bien sûr. physiquement, il pourra peut-être même défendre mieux d'ailleurs, certainement, parce que ça va avec, et il pourra prendre tout le côté. Mais il serait pas totalement impossible, à mon avis, d'avoir Conti milieu droit, un peu plus
plus offensif, et puis un vrai latéral, un vrai arrière latéral derrière, qui pourrait être Calabria ou un autre d'ailleurs. Bon, c'est une option à mon avis à ne pas négliger, même si je sais que tout le monde n'est pas fan de ce genre d'idée. Et bah vas-y, Roland, tu peux continuer. Deuxième place, je vais parler de Piontek. Voilà, vous avez déjà beaucoup disserté à son sujet. Moi, je suis comme Tom. J'en attendais absolument rien. Voilà, j'avais peur d'être à nouveau en présence d'un joueur, voilà, qui a eu 6 mois où il a flambé. Voilà, pour tout vous dire aussi, il m'est arrivé parfois de regarder des matchs du championnat polonais, de son équipe, de Craiova, et c'était certainement pas le genre de joueur qui m'avait marqué sur les quelques matchs que j'avais pu voir de Craiova. Donc là, le voir comme ça au Milan réussir à tour de bras, enfin, moi je suis vraiment impressionné. C'est l'efficacité au plus simple en fait. Homme. Voilà, exactement. Il a un ballon, il va trouver le cadre. Et en général, quand il trouve le cadre, c'est pour marquer, donc on va pas se plaindre. Et si, en espérant qu'il continue à ce rythme-là, évidemment, j'en viendrais presque à penser que 35 millions, bah, on aurait presque arnaqué le Genoa. Ouais, c'est vrai. Bon, je me précipite, bien sûr, mais il faudra voir où il sera en termes de statistiques d'ici juin. Mais voilà, je suis très content de ce qu'il fait au Milan. Et en tout cas, on n'a clairement pas perdu au change par rapport à Gonzalo Higuaín qui est parti en janvier. Si je puis me permettre, j'étais le premier à trouver la somme un peu élevée également, après 6 mois. Et il est vrai qu'on fera les comptes, tu fais bien de le dire, faut rester prudent, parce qu'on en a vu d'autres. On a vu les débuts de Zaza Oui, oui. en Espagne par exemple. Alors Zaza c'est pas Piontek, on est d'accord. Mais on en a vu plusieurs comme ça, y compris Bolini quand il était arrivé. On en a vu plusieurs comme ça réussir des performances impressionnantes sur les premiers matchs, et ensuite s'écrouler. Je pense pas que ce sera du tout le cas de Piontek, puisqu'il a l'air extrêmement froid, extrêmement discipliné, concentré, comme je le disais tout à l'heure. Et je suis très optimiste à son sujet. Mais pour l'instant, c'est vraiment une excellente surprise. Et enfin, les supporters milanais sont en transe. Hein. C'est bluffant, quoi. C'est totalement bluffant, vraiment. Alors là, on a peut-être. Ah non, les comparaisons, c'est pas bien. J'allais dire, on a le nouveau Van Basten, on va évacuer. Mais parce qu'il faudra jouer en Ligue des Champions, c'est un peu comme Romagnoli. Quand je dis que c'est le nouveau Nestor, on me dit toujours, il a pas joué de grands matchs. Oui, mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Son équipe s'est pas qualifiée. On espère qu'il va les jouer l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des qualités de très grands attaquants. Voilà, je vais pas parler de Van Basten, de très grands attaquants. Et numéro Surtout, 1. je sais pas, en plus, je sais pas si vous êtes resté devant Bein à la pause, mais il y avait une sorte de top but d'Hernan Crespo aussi. Ah Donc, si, j'adore Crespo, moi. voilà, ça m'a fait plaisir aussi parce que même s'il a joué à l'Inter et il n'a pas forcément connu la gloire au Milan, si on veut. Voilà, c'était un attaquant qui était aussi très élégant et très efficace. Enfin, Et bref, les voilà. appels de balles de Crespo. Les Ah oui. appels de balles. Il avait une capacité à les enchaîner en se déplaçant. Il nous faisait des trucs. C'était quasi mathématique. J'étais admiratif devant sa puissance, son efficacité, sa percussion. C'était un excellent joueur Crespo. Pour moi, le meilleur Crespo, c'est celui de Parme avec Chiesa. Celui de la Lazio était très bon aussi d'ailleurs. Mais c'était vraiment un excellent joueur. Et je crois même qu'en Ligue des Champions 2002-2003 avec l'Inter, il claque 9 buts à vérifier. Mais de mémoire, il avait été très très performant cette année-là. Et en D'ailleurs, l'année où 2005, Milan gagne il la met Ligue 2 des buts Champions. en finale. Il met 2 buts en finale contre Liverpool en 2005 de mémoire. Également, Je me rappelle même plus, sur je me 12 rappelle matchs. plus de cette finale. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Allez, le Mais numéro 1, Roland. en tout cas, vraiment, vraiment sympa cette petite pause avec des buts d'Hernan Crespo. Bah, il y avait Vieri l'autre jour. Hein. Je sais pas si vous avez Oui. vu, mais le match d'avant, Atalanta, c'était spécial top but Vieri. Donc moi j'apprécie ce genre d'initiative de Bein, effectivement. J'attends Baggio qui vient d'avoir 52 ans. Ils ont certainement déjà dû le faire d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est très agréable. Et donc, en première place, là aussi, ça va être plus pour l'ensemble de leur œuvre, si on veut, ces dernières semaines. Ça va être la charnière centrale Romagnoli-Musacchio. Voilà, comme le disait Tom, j'allais forcément disserter sur Romagnoli. Pour tout vous dire, j'étais lamentablement vautré dans mon canapé avec mon maillot de Romagnoli sur le dos. Voilà, c'est bon. Comme tu disais avant, MJ, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été mauvais cette saison. Voilà, il est à la hauteur de toutes les attentes qu'on a autour de lui. Même Musacchio, ces dernières semaines, je le trouve vraiment, vraiment très bon. Caldara revient bientôt. Il va devoir batailler, ouais. Zapata est toujours un peu blessé.
Voilà, Caldara, s'il veut jouer et si on veut nous former la charnière centrale de la nationale du futur, enfin du futur proche si on veut, bah, il va falloir qu'il Qui cravache s'approche, ouais. Caldara parce Bah, ça fait que un challenge. Musacchio, l'air de rien, il fait une bonne saison, je trouve aussi, et on ne ressent absolument pas le départ du grand, du grand, du grand acteur qui nous a offert une prestation splendide l'autre soir en se roulant par terre contre l'Atlético. Je préférerais taire son nom, mais je pense que tout le monde aura reconnu de qui je voulais parler. Au Voilà. passage, on retient que ça fera 2 cadeaux empoisonnés de la Juve, hein, avec Ouais, Higuain. et tout à fait. Et finalement, je me souviens l'été dernier, on était en train de, tout le monde se demandait qui sort gagnant du transfert entre le Milan et la Juve avec Higuain et Caldara dans un sens et Bonucci dans un autre. Bah pour l'instant, je crois que personne n'en sort gagnant puisque Bonucci n'a pas retrouvé le niveau qu'il avait en 2017, 2016-2017. Higuain est parti dans les circonstances que l'on sait et Caldara a joué 90 minutes contre Dudelange en Europa League. Donc pour l'instant, c'est, je pense, un fiasco un peu complet à tous les niveaux pour ce transfert, voilà, qui était la grosse bombe de l'été dernier. Enfin, Caldara, moi j'y crois, hein. Je tiens à le dire. Encore une fois, je m'avance parce qu'il a été longuement blessé, etc. Mais j'y crois dur comme fer. Je suis convaincu que ce joueur nous enthousiasmera. À mon avis, plus la saison prochaine, évidemment. Mais je mets un Bien gros sûr. billet sur Caldara. J'espère aussi, en tout cas. Et ben, c'est au tour d'Aristide. Eh bien, pour les tops, juste pour rebondir sur ce que tu disais, MJ, effectivement, Caldara, j'y crois, je demande juste à voir, et j'espère que ça deviendra un futur Romagnoli et pas un futur défenseur comme Ranocchia. Bah pour info, il y a encore 1 ou 2 ans, il avait une meilleure cote que Romagnoli en Italie, hein. On Ah le oui, bien présentait sûr. comme l'avenir de la sélection Ah avant oui, non mais je suis Romagnoli. d'accord. Donc Mais bon, comme on présentait Ranocchia il y a oui, oui, bien sept sûr, huit bien ans sûr, bien comme le sûr. futur de la nationale, et enfin, je veux dire, j'espère C'est que ce vrai. sera. Effectivement, moi, je l'ai vu que 90 minutes. Je le suivais pas avant. Je crois qu'il était dans quel club avant, prêté à l'Atalanta. À Oh, je sais Ouais, c'est Bergame. ça. plus. Ah, c'est ça. Je l'ai même pas vu, donc je demande qu'à voir, mais je crois. J'espère vraiment que ce joueur nous apportera quelque chose, mais c'est vrai que c'est vraiment un point d'interrogation pour moi, Caldara. Alors un petit mot de Roland qui veut nous parler de Caldara également. Oui, par rapport à la cote qu'avait Caldara vis-à-vis de Romagnoli il y a encore 2-3 ans, faut pas aller chercher bien loin, je pense, c'est simplement parce que Caldara a été suivi et a été recruté par la Juve, et c'est tout. À partir du moment où un joueur signe ou est suivi par la Juve, et je suis pas du genre à être dans les complots, mais il bénéficie toujours d'un traitement médiatique supérieur Il et suffit de voir toujours Rugani. Hein. et Il suffit de toujours voir ultra Rugani. positif. Hein. Ouais, Rogani, ouais. Donc un Romagnoli qui signe pour 25 millions dans un Milan en déliquescence, bah même s'il est titulaire, même s'il joue tout le temps dans un club avec pourtant plus de pression que l'Atalanta où Caldara évoluait en prêt, bah voilà, il aura toujours moins bonne presse que le mec qui est dans l'orbite de la Juve. Donc C'est juste, voilà. c'est juste. Parce que cela dit, Caldara a montré aussi des qualités. Faut pas non plus. Mais bien sûr, Voilà. bien sûr, bien sûr. Bah, d'ailleurs, je pense que s'il avait pas de qualité, la Juve n'aurait jamais cherché à le recruter et à l'intégrer dans l'équipe première la saison, enfin en début de saison. Mais c'est vrai qu'après ils ont eu l'opportunité de récupérer Bonucci. Bon, voilà, ça a été Ah ouais, fait. on a vu. On a vu, je suis pas sûr qu'il gagne au change non plus, effectivement. Bon, allez, Aristide, donne-nous ton top, s'il te plaît. Alors c'est parti. Alors en place d'honneur, parce que j'aime bien mettre des places d'honneur en ce moment. Donc quatrième, la paire en défense centrale, Romagnoli-Musacchio. Je mets souvent Romagnoli en avant, et c'est vrai que je trouve Musacchio, comme vous l'avez dit, très solide ces derniers mois. Donc c'est de très bon augure pour la suite, d'autant qu'on a aussi un troisième ou un quatrième, si on compte Caldara, bon défenseur qui est Zapata en ce moment, qui fait aussi une très bonne saison, et qui est pas tout le temps en défense centrale, enfin appelé du moins titulaire ou même remplaçant. Mais dès qu'il est là, il est très bon. Donc voilà, je voulais mettre un point d'honneur à la défense centrale et à tous nos défenseurs, hein, surtout Romagnoli, Musacchio et Zapata, puisque Caldara, comme on l'a dit, on l'a moins vu en ce moment, puisque je trouve vraiment qu'ils font tous une bonne saison. Et comme le dit Roland en message, abattez et son intervention sur 2 matchs en défense centrale, tout à fait. Tout à fait. Donc ça c'est pour le point d'honneur. En troisième place du coup, Franck Yannick Caissier, qu'on a beaucoup
critiqué ces derniers mois et même depuis l'année dernière. On a vu effectivement, à l'instar de Çalhanoğlu, comme le disait Tom, un regain de forme ces derniers temps. Et ça s'est confirmé aujourd'hui avec une passe décisive, une très belle passe à la 67e, des interceptions, un caissier un peu plus juste techniquement et un c'est caissier Conti plus qui fait juste la passe, non? techniquement. Ah, C'est pas bon. Conti qui centre pour Castillero? Alors, Non, 67e, c'est caissier, je pense, que 67e. Non, le premier but, c'est Kessié qui lance Çalhanoğlu sur Piontek. Ça, c'est Kessié. Le troisième, par contre, oui, c'est Conti Oui, qui c'est fait le centre Conti pour qui centre de Castillero. la droite pour Castillero, on Voilà, est c'est d'accord, ça. ouais. Ah, mais du coup, la passe D à la 49e. La passe D à la 49e, pour moi, c'est Çalhanoğlu. Ah ouais, bah, je me suis trompé dans mes notes. Mais c'est pas grave, Caissier doit être l'avant-dernier passeur. Ouais, c'est ça, Oui, c'est c'est ça. ça, C'est c'est ce ça. effectivement, c'est En ce tout que cas, il j'avais met un noté, très j'avais beau pas but. vu. Moi, je l'imaginais bourriné au-dessus et il nous fait une belle balle piquée. En plus, ouais, il nous fait une balle piquée, mais je me suis trompé dans les notes. Donc c'est ça, c'est l'avant-dernière passe D à la 49e et le but à la 51e d'une superbe balle piquée comme un attaquant de pointe. Donc voilà, Caissier en numéro 3 et c'est plutôt mérité sur ce match. Deuxième place, alors c'est pareil, hein, je pense que c'est Tom qui l'a dit tout au début, mais c'est vrai qu'en fin de première mi-temps, on a envie de mettre tout le monde dans les flops et de gueuler un bon coup, et en seconde mi-temps, c'est un travail d'équipe, c'est dur de trouver un vrai top, mais il y a un peu tout le monde qui se démarque. Castillero, franchement, à la 45e, je le mettais clairement dans mes flops, hein. C'est ce que j'ai dit à mon entourage, je me dis, je peux, ce joueur, j'ai vraiment du mal. Ok, il fait de bons tirs, alors le premier qui se procure tout seul sur un contrôle orienté, arrêté par le gardien, un Oh, tir un peu à la Souzo, hein, très belle 22e action. minute, ouais. Tout à fait, exactement. Très bien. Après un deuxième tir qui cadre aussi du pied droit, il me semble, il est en plein centre, il est bon, il a qu'à 26e. tirer. C'est ça, tout à fait. À part ça, le reste, alors ça c'est bien, hein, on peut dire il a pas marqué, mais c'est bien, il a tenté. Le reste, c'est que des contrôles ratés, des dribbles ratés à la 18e, des tirs en dehors, tirs ratés à la 37e, et du coup, ça fait beaucoup de déchets techniques. Donc franchement, il m'a assez agacé en première mi-temps. Et alors après, voilà, le deuxième mi-temps, c'est pour ça que je le mets quand même en top parce que il arrive avec une passe D, un but, c'est quand même pas mal et voilà, même si c'est vrai qu'en première mi-temps c'était poussif au même titre que l'équipe, hein, on est d'accord. En deuxième mi-temps, il fait la différence et donc voilà, deuxième pour Castillero. Et en première place, j'ai mis un point d'honneur à Gattuso. Alors on pourra dire oui, on change un peu notre veste, voilà, on change un peu d'avis rapidement en quelques mois. Oui, c'est vrai qu'en novembre-décembre, si vous vous rappelez bien, on demandait presque la démission de Gennaro Gattuso. On en avait un peu marre des errements tactiques et techniques de l'équipe. Et c'est vrai qu'il a su redresser la barre avec un esprit d'équipe dont on a parlé en début d'émission. Et je pense que cette victoire est à son honneur parce que voilà, on a prouvé ce qu'on a pu faire contre les grosses équipes depuis ces quelques matchs avec ce qu'on a su, hein, la Roma le match nul, le Napoli, puis l'Atalanta la victoire à l'extérieur. On n'a pas fait d'émission, mais qui a gagné à l'extérieur contre l'Atalanta cette année? 3-1. Je n'ai pas d'équipe en tête, donc c'est assez incroyable. Et là, il vient de nous prouver que contre les petites équipes sur lesquelles on a du mal depuis des années déjà, eh ben on peut faire quand même un résultat. Et donc je mets ça à l'honneur, je mets Gattuso à l'honneur pour ce match. On passe au flop avec Tom. Pour les flops, j'en ai qu'un. C'est bizarre d'ailleurs, j'en ai qu'un. Ça va être l'ami de Timo Bakayoko. Parce non. que je regarde le 11 de départ. Tu vas faire un malheureux là. Ah oui. Je pense, mais c'est le seul qui, même en deuxième mi-temps, m'a pas hyper convaincu. Alors en première mi-temps, il a été abominable. Ça, c'était une horreur. C'est ce que je disais un peu sur le forum, c'est que tu le voyais faire des passes avec Kessié, et tu avais l'impression d'avoir deux alcooliques qui parlaient entre eux et qui essayaient de se lancer la balle. C'était très un peu amusant, mais par contre, pour la construction du jeu, c'était un peu compliqué. Par contre, en deuxième mi-temps, il a un peu plus d'impact parce que, comme d'habitude, c'est quelqu'un qui a un très gros physique et face à un milieu qui est un peu émoussé, du coup, il arrive à être un peu plus important. Mais malgré ça, je trouve que son apport, en tout cas, est moindre, non seulement ce soir, mais aussi ce mois-ci. Je trouvais moins en vue. Je ne sais pas si c'est les rumeurs de son rachat, les possibilités, je ne sais pas. Mais je trouve que ce mois de février est en très nette baisse par rapport à ce qu'il a pu nous montrer. Alors peut-être qu'on devient exigeant par rapport au mois qui nous a pondu, parce qu'il a été effectivement très bon les mois précédents. Mais ce mois-ci, notamment aujourd'hui, je l'ai vraiment pas trouvé très bon. Et c'est le seul en tout cas, donc j'avoue, j'en ai pas d'autres à sortir. Parce qu'effectivement, en première mi-temps, j'aurais sorti Kessié sans aucun souci, j'aurais sorti Castillero, comme l'a dit Aristide, j'en aurais sorti des tas.
Et vu qu'ils se sont tous très bien repris en deuxième mi-temps, 1 degré vraiment moindre pour Bakayoko, ça sera le seul nommé ce soir. Roland. Alors moi, je vais faire mes petites mentions honorables, mais dans un autre sens. Voilà, pour les flops, j'ai brièvement parlé de Kessié et Castillero. Castillero, ce soir, il a encore fait tout ce qu'on connaît de lui, c'est-à-dire beaucoup de courses, pour peu de résultats. Physiquement, il se fait bouger toujours de manière incroyable. Mais il fait une passe décisive et il marque un but. Bon, donc on peut pas dire grand-chose, mais moi je l'ai encore trouvé assez mauvais de manière générale. Et par rapport à son physique, moi je suis impressionné de ce que fait Lucas Paqueta, qui semble avoir un peu un physique équivalent en termes de poids, si on veut, Castillero. Et Paqueta, par contre, quand il s'agit de se faire bouger à l'épaule, il résiste. Il est plus large Et- d'épaule que Castillero quand même, Paqueta. Oui, Je oui, non, pense, mais- oui. oui, bien sûr, mais on a l'impression que c'est quelqu'un encore assez grand, avec des jambes assez fines et Ouais. compagnie, en fait. Paqueta a une protection de balle et un physique qui lui permet de résister, alors que Castillero, il a beau essayer dans tous les sens, il se fait bouger à chaque fois qu'il a la balle. Et c'est toujours aussi impressionnant et ça nous fait souvent perdre des ballons. Donc voilà, mais après, comme je disais juste avant, il fait une passe décisive et il marque un but. Donc bon, pas grand-chose à dire. Caissier, voilà, un peu comme d'habitude, mais bon, il va marquer son but en mettant un piqué, une balle piquée. Alors ça, j'aurais jamais cru voir ça un jour, mais bon, comme quoi tout arrive. Et donc, pour ce qui est des véritables flops, bah, à l'instar de Tom, j'en aurais qu'un, ça sera, pardon, Bakayoko, que j'ai trouvé fade. Et puis, je l'ai beaucoup vu marcher. Même quand le ballon était pas très loin de lui et qu'il y avait un joueur de l'Empoli qui allait dessus, bah, lui, il marchait à côté. Je l'ai noté à plusieurs reprises et ça m'a assez énervé par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la cohésion, sur l'entraide et compagnie. Je l'ai pas trouvé dans le ton, je l'ai pas trouvé concerné. Et puis voilà, ça couronne un peu un mois de février où il est nettement en retrait par rapport à décembre-janvier, je trouve, et, bien sûr, c'est mon opinion. Je le trouve en difficulté, je le trouve pas, voilà, pas très concerné en soi. Il est là, voilà, il intervient quand il veut un peu, donc je suis pas très satisfait de ce qu'il a fait ce soir. Et ça pose plus globalement toujours la question de son rachat, à quel prix, avec quel salaire, dans quelles conditions, quel est le jeu que Gattuso veut proposer, puisqu'on a aussi vu que Bilia était revenu ce soir de blessure, il a disputé ses premières minutes depuis son retour de blessure. Est-ce qu'on a envie d'une sentinelle à la Bakayoko qui ratisse un peu, ou est-ce qu'on a envie d'un vrai regista, comme on pourrait dire, qui oriente le jeu, parce que encore une fois ce soir ça a été calamiteux dès lors qu'il a fallu ressortir le ballon par Bakayoko. Donc voilà, ce soir j'ai pas aimé ce qu'il a fait et malheureusement je trouve que ces dernières semaines il est moins tranchant qu'en décembre-janvier et j'ai surtout aussi constaté qu'en décembre et en janvier je pense qu'on s'est beaucoup enflammé sur Bakayoko en le surestimant un peu, parce que certes, il était très intéressant, mais c'était pas le joueur formidable qu'on nous vendait et qui mérite 4 millions de salaire annuel et un rachat à 35 millions. Alors je rappelle qu'Arestip a une statue de Bakayoko dans son jardin, donc il risque d'y avoir quelques cierges demain pour compenser ce qui vient d'être dit. J'espère qu'Arestip tu t'en remets, et donc on va écouter ton flop. Écoutez, effectivement, en ce qui concerne Bakayoko, j'ai pas trouvé qu'il ait fait un match extraordinaire. Cependant, le mettre dans les flops, pourquoi pas, parce qu'effectivement, c'était l'un des moins bons sur le terrain. Après, quand tu vois, enfin, j'ai envie de dire, c'est le style de jeu de Bakayoko, dans le sens où quand on lui demande effectivement de défendre contre une équipe qui est supposée techniquement supérieure à nous, de récupérer les ballons, ça, il saura faire. Pour moi, contre la Roma, Napoli, Bakayoko, c'est un très bon joueur en MDC.
Par contre, si on met Bakayoko, on le met contre des équipes comme Cagliari, Empoli, comme ce soir, donc c'est-à-dire des équipes qui vont subir, qui vont se recroqueviller dans leur défense, dans leur moitié de terrain, et qu'on demandera forcément à Bakayoko de faire le jeu, parce que Bakayoko, il aura pas des ballons à récupérer vu l'équipe en face. Là, ça peut que poser un problème. Donc effectivement, en connaissant le style de joueur, on peut le mettre dans les flops, mais je trouve ça un peu dur. C'est tout. Et sinon, t'as personne d'autre? J'ai personne d'autre à part Bakayoko. C'est vrai qu'il a été moins bon, mais le match fait que effectivement, on n'a pas joué sur ses points forts parce qu'on était meilleur techniquement que l'autre équipe. Non, Mais c'est effectivement, bien, c'est j'aurais bien mis Bakayoko argumenté. aussi. Après, je trouve aussi que dire qu'on s'enflamme un peu sur lui. Je trouve que c'est un peu exagéré parce qu'il a vraiment été très bon ces derniers mois, et dire qu'il est moins bon en ce moment, moi je trouve que ça fait 2 matchs. Après, c'est une question voilà disons de dosage et de temps. Quand on dit il est moins bon en ce moment, ça fait quand même que 2 matchs, et quand on dit qu'on s'enflamme un peu, moi je l'ai trouvé très bon ces derniers Non, temps. mais je te Ouais, rassure, c'est une question de Montolivo s'est ratio, hein. souvent fait tailler depuis 2 ans, et puis c'était pas mérité. Mais je crois que Tom veut réagir. Bah, Aristide souligne un vrai problème, c'est que à travers ce qu'il a dit, c'est qu'est-ce qu'on veut faire plus tard avec ce Milan-là. Alors oui, effectivement, si on veut un Milan qui subit, qui défend, qui garde son bloc bas parce on n'est pas foutu de savoir jouer au ballon et dominer son adversaire, là effectivement, Bakayoko a toute sa place parce qu'il va avoir du travail. Et encore, là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Aristide. Alors autant face à Naples en couple, il avait été excellentissime, ça c'est vrai. Autant face à la Roma, sans un grand Donnarumma, on prend l'eau parce que notamment Bakayoko milieu était horrible. Horrible. C'était peut-être le pire match qu'il a fait depuis très 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 longtemps. Bien pire que ce qu'il a fait aujourd'hui. Puis au-delà de ça, c'est qu'effectivement, un Bakayoko, il est utile quand le Milan va subir. Mais moi, j'ai pas envie de voir le Milan qui va subir indéfiniment les offensives adverses et continuer à subir avec des milieux en face qui sont bien meilleurs que nous techniquement. J'aimerais bien un jour avoir du vrai beau jeu. Et là, le problème, c'est que dans ce genre de match-là, où le Milan est censé dominer son adversaire, est censé prendre le contrôle du jeu, et ben c'est là qu'on voit que c'est un problème d'avoir Bakayoko en fer de lance. C'est pas contre le joueur, parce que j'étais un des premiers avec Aristide d'ailleurs à dire qu'il était bon dernièrement. Mais c'est ce genre de match-là qui doit à tout le monde se faire émerger cette question-là, c'est qu'est-ce qu'on veut du Milan plus tard. Bah, Si si le on Milan veut est dans vraiment sur quelques années. Tonali, ils veulent poser davantage le jeu. Ah Mais bah, c'est ça qui est paradoxal d'ailleurs, c'est ouais. que parce que à moins de changer le module de jeu, je vois pas trop le rapport entre Bakayoko en 6 et Tonali en 6, c'est pas le même délire. Donc Bah, si c'est Bakayoko coûtait pas si cher, il pourrait être inséré dans un turnover justement si on joue le ah Barça mais par exemple, tu là, vois. Le là, problème c'est là, qu'il je est peux très cher. l'entendre. Voilà. Vu le prix, je pense que c'est une réelle question. Et ce match-là, clairement, on est censé dominer son adversaire et quand on l'a vu être aussi peu influent sur le jeu du Milan, pour moi, c'est là où on doit se dire, ben, est-ce que c'est pas un problème? Voilà. Est-ce que malgré effectivement les très belles performances qu'il a fait depuis novembre, je crois, donc ça fait effectivement, c'était 3 mois, même si bon, ce mois-ci, je rejoins Roland, c'est pas top. Ben, est-ce que ça peut pas être un problème d'avoir Bakayoko en fer de lance sur les années à venir? Voilà, c'est la seule question que je me pose. À moi le fait de subir ne me déplaît pas, mais je comprends la question. C'est une bonne question. Roland voulait également en parler. Oui, c'est ce que je disais avant. Est-ce qu'on a envie d'avoir une sentinelle ou est-ce qu'on a envie d'avoir un mec qui oriente le jeu? Et c'est là toute la problématique qu'on va avoir. Après, quand je disais qu'on s'était enflammé sur les deux bons mois de Bakayoko, c'était parce qu'on était parti de très bas. Mais je suis pas particulièrement contre Bakayoko, hein, c'est sûr. Mais faut se souvenir que Bakayoko était venu pour être le vice-caissier, pour être le mec qui allait faire reposer Caissier, puisqu'on nous expliquait que Caissier n'était pas bon parce qu'il était titulaire à tous les matchs. Ça, admettons, c'était une explication. Mais moi, ce que j'aimerais voir à terme, c'est que Bakayoko ne soit plus le mec devant la défense, censé couper les ballons, mais censé aussi être le premier relanceur, si on veut, de l'équipe. Ce que j'aimerais voir, moi, à terme, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est avoir Bilia en pleine possession de ses moyens, et c'est là que ça va être plutôt compliqué, en pleine possession de ses moyens, devant la défense, comme il était depuis qu'il est arrivé au Milan, avec Bakayoko à la place de Caissier. Moi, en fait, à terme, ce que je voudrais voir, c'est qu'on sorte Caissier du 11, puisque Caissier et Çalhanoğlu, c'est quand même deux des grands soucis de ce Milan-là. À partir de là, c'est quelque chose à essayer,
Mais est-ce que Bakayoko aura la capacité à être bon à la place de caissier, alors que justement Bakayoko a explosé entre guillemets lorsqu'on a été à un milieu à 4 joueurs et qu'il était déjà un peu devant la défense. Voilà, il y a toutes ces questions-là. Et comme je l'avais dit juste avant, à partir de ce moment-là, on va pouvoir étudier l'opportunité de le racheter, mais ça passe aussi par son salaire, parce que je vous rappelle qu'on a toujours le fair play financier aux fesses, pour parler vulgairement. On ne sait pas ce qui va en être. On ne sait déjà pas si on va être qualifié pour la Ligue des Champions, et son rachat dépend, quoi qu'il arrive, de la qualification à la Ligue des Champions. Donc à partir de là, est-ce qu'on va mettre cette somme-là Chelsea qui est privé de recrutement, est-ce que ça va influer? Voilà, c'est les questions qu'il va falloir régler. Et en plus, si on est véritablement sur Tonali, ça donne, comme disait Tom, une idée de la façon dont voudrait jouer le Milan à terme. Et à ce moment-là, Bakayoko, ça n'a pas d'intérêt, à part si il arrive à prendre cette place de Franck Kessié dans le 4-3-3 que l'on connaît actuellement. Voilà, il y a beaucoup de questions à étudier autour de ce joueur-là. Je l'ai trouvé en retrait ce mois-ci par rapport à ces 2 bons mois de décembre-janvier. Ça justifie, je pense, qu'on se pose des questions. Et en l'occurrence, ce soir, quasiment tous les joueurs se sont repris en deuxième période. Et lui, je pense que c'est le seul qui ne s'est pas repris en deuxième période. À noter qu'en début de semaine, il y a quelques illustres gloires milanaises donc, qui nous ont rendu visite du côté de Milanello et qui avait le trio, le fameux trio de 2007, du milieu de terrain 2007 qui a été reconstitué, Gattuso, Pirlo, Ambrosini. On avait donc Pirlo qui était devant la défense, un peu comme Biglia aujourd'hui, et qui était à la manœuvre, à la baguette. Et puis 2 essuie-glaces devant qui étaient là pour durcir le jeu, pour récupérer les ballons. Ambrosini, c'est un petit peu différent de Gattuso évidemment parce qu'il y avait une vision du jeu, un sens tactique et puis des performances offensives qui étaient très différentes, mais globalement c'était construit comme ça. Et c'est vrai que on a plus tendance à souhaiter ce genre de choses. Donc Bakayoko à la place de Kessié, pourquoi pas, avec Biglia derrière, pourquoi pas, dans un premier temps en attendant Tonali, ça peut être très bien, mais vous faites bien de poser la question. Ce qui est sûr, c'est que ce soir on aura quasiment fait une spéciale Bakayoko, hein, parce qu'on est en train de quand même faire une dissertation en 3 parties là depuis un quart d'heure sur un sujet qui... Remarquez, vous avez raison, il faut poser la question, hein. C'est vrai que vu le prix, de toute façon, il va falloir réfléchir à 2 fois avant d'investir. Et c'est l'heure, enfin, de passer au mot de la fin, parce qu'on aura fait une émission très très longue ce soir, messieurs. Vas-y, Tom. Compliqué de trouver un mot de la fin, j'en ai pas... Ah si, bah si, alors là, oui, j'avais oublié. Alors la semaine européenne des clubs italiens, comment dire? Alors, j'étais le premier à trouver que les clubs italiens, depuis quelques années, revenaient bien, voire très bien, que le championnat lui-même revenait bien. Et cette semaine européenne italienne, avec notamment la magnifique défaite de la Juve, et faut-il rappeler qu'elle a quand même acheté un certain joueur nommé Cristiano Ronaldo pour gagner avec des champions et qui vont peut-être se faire sortir dès les 8e, c'est magnifique. Euh, cette semaine au niveau des clubs italiens m'a fait me dire, m'a fait comprendre en fait pourquoi on était aussi bien placé. Pourquoi on était 4e. Oui. Parce qu'après, du coup, j'ai regardé le nombre de points, j'ai regardé, parce qu'effectivement, avant le début du match, j'ai regardé, par rapport à l'année dernière, à la même période, on n'avait que 4 points de moins. De plus, pardon, par rapport à l'année dernière. Sauf que les autres années, nos adversaires en avaient peut-être 10 à 15 de plus. C'est que là, en fait, cette année, on a des concurrents, et des concurrents censés être meilleurs que nous, donc je pense à Naples, je pense à l'Inter surtout, et encore plus à la Roma, qui ont des meilleurs joueurs que nous, mais qui ont des soucis autres. Naples a beaucoup de mal avec l'après Sarri. Alors autant Sarri a du mal à Chelsea, mais Naples, je trouve, a perdu aussi en qualité avec le départ de Sarri, malgré le fait qu'Ancelotti est un excellent coach, ça c'est pas la question. La Roma a beaucoup de jeunes joueurs et du coup est très 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 irrégulière. Alors l'Inter c'est fabuleux parce que je sais pas si vous avez entendu, mais avec l'épisode Icardi, sa femme, la prolongation, pas la prolongation, les interviews, les dirigeants qui appellent en pleine émission, on a l'impression d'avoir Secret Story en Italie, c'est fabuleux. Et c'est peut-être pour ça en fait qu'on est aussi bien placé. Alors, nous, tant mieux, hein. Nous, on fait notre championnat. Je pense qu'on est après raccord par rapport à nos possibilités. Et si on arrive à être dans les 4 à la fin de l'année, on dira banco et on aura raison de s'en foutre totalement des performances des autres. Par contre, le fait d'être 4e avec l'équipe qu'on a, avec justement des
Bakayoko, Kessié, Çalhanoğlu, Castillo, etc., et qui arrivent malgré tout là à être aujourd'hui à un seul point de la 3e place avec l'équipe qu'on a, mais malgré tout, je trouve ça quand même inquiétant sur l'année du football italien, et ça se répète en Europe avec une Juve qui va sûrement se faire éliminer en Ligue des Champions, et peut-être des éliminations précoces en Europa League, même si j'ai espoir que Naples aille un peu loin. Donc voilà, après quelques années vraiment pas mal au niveau des résultats et des équipes au niveau du foot italien, je trouve que cette année ça a un petit coup d'arrêt et il fallait quand même le souligner. Ouais, je souscris entièrement à ce que tu viens de dire. Roland. Moi, je vais parler d'un sujet qui me tient un peu à Le cœur stade. pour le mot de la fin. Je vais parler du stade, Ah, je le évidemment, savais. puisque voilà, ça me permet aussi de faire un peu suivre cette actualité d'une émission à l'autre, puisqu'il y a eu pas mal d'avancements au début du mois et on n'a pas eu l'occasion d'en reparler depuis la spéciale de mi-saison, puisqu'on se dirige donc vers la zone de San Siro pour un stade conjoint Inter et Milan, évidemment. Mais ça sera dans la zone de San Siro. Mais est-ce que ce sera avec San Siro? Rien n'est moins sûr. Les discussions donc entre l'Inter et le Milan ont abouti sur l'idée d'un projet commun dans la zone de San Siro. Reste maintenant à discuter avec les services compétents à la ville de Milan. Et donc le cas de la construction d'un nouveau stade à côté de San Siro avant justement de raser San Siro semble possible. Voilà. Alors après, chacun jugera du bien fondé ou non d'une telle opération. Sinon, l'autre hypothèse qui a été avancée, ce serait celle de la rénovation de San Siro avec un bail longue durée accordé aux deux clubs qui seraient donc quasiment propriétaires d'un point de vue juridique du stade et donc de tous les revenus qui s'y rapporteraient. Voilà, c'est l'état des choses à l'heure actuelle dans les discussions Inter, Milan et Commune de Milan. On ne va donc pas se débarrasser de l'Inter. Les deux clubs se sont entendus pour faire quelque chose ensemble, pour développer le quartier de San Siro avec évidemment tout ce qui va bien autour de ce genre de choses, c'est-à-dire centres commerciaux, centres de loisirs, évidemment, pour toujours plus de revenus, puisque c'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est l'état actuel des choses. Chacun, comme je disais, chacun jugera de la qualité des projets en cours, en question plutôt. Voilà, donc San Siro, du Milan et de l'Inter peut-être, ou alors un nouveau stade, mais avec San Siro qui serait rasé. Voilà. Ah, San Siro sans l'Inter, moi c'était mon idéal, mais malheureusement je crois qu'on s'en dépêtrera jamais. C'est bien Là, malheureux. là, là, tu peux, je pense, complètement laisser tomber cette idée. Et rassure-toi, tu n'es pas le seul à avoir attendu cette hypothèse-là, qui ne viendra finalement jamais. Ouais, c'est bien malheureux. Allez Aristide, ton mot de la fin. Je vais continuer sur l'élan de cette émission en m'opposant à ce que notamment dit Tom. Enfin, en m'opposant, pas complètement, mais en partie, c'est sur effectivement la Champions League et les clubs italiens. J'avais dit la semaine dernière effectivement que la Serie A, je trouvais que le niveau était plus élevé ces dernières années. On a effectivement un arrêt cette semaine avec la probable élimination de la Juve, l'élimination de mémoire de la Lazio en Europa contre Séville. Mais faut pas oublier aussi que je trouve qu'il faut un peu nuancer ça et pas tenir compte que de cette semaine, parce que à la base en phase de poule, si on fait un 4 sur 4, c'est-à-dire Juve, Naples, Inter, Roma, c'est pareil. Hein. Et est-ce qu'on aurait le même disque aujourd'hui? Je pense pas, dans le sens où, enfin, faut-il le rappeler, mais l'Inter et Naples, ils ont eu le même nombre de points que Tottenham et je sais même plus l'autre club, et Liverpool. Donc c'était 7 et 9 hein, de mémoire, et ça s'est joué aux rencontres directes, etc. Avec le truc UEFA qu'on connaît. Mais voilà, donc aujourd'hui on est à 2 sur 4 effectivement qualifiés en Champions. Je pense que le 4 sur 4 est pas loin, et on aurait eu un discours complètement différent. Donc, alors bien sûr que c'est une semaine catastrophique pour les clubs de Serie A. Oui, puis pas Après, comparer peut-être les poules et les matchs à élimination directe, parce que c'est quand même deux compétitions très différentes. Hein.
Oui, bien sûr, deux compétitions très différentes. Je dis juste que finalement, les deux qui ont été éliminés ont le même nombre de points que les deux qualifiés. Oui, bien sûr. Donc, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, où je me rappelle que Naples s'est fait éliminer lamentablement l'année dernière en phase de poule. L'Inter, je sais même pas, je sais même pas qui jouait en troisième place les années précédentes, mais ils se sont fait éliminer en phase de poule et de loin. Donc là, je pense il y a un renouveau. C'est passé pas loin, mais je pense qu'effectivement, le 4 sur 4 était proche et on n'aurait pas eu le même discours aujourd'hui. Et en ce qui concerne la Juve. Honnêtement, je pense que cette année, ils sont tellement obnubilés par la Champions League avec le recrutement de Ronaldo. Il était déjà avant obnubilé par cette Champions, vu les défaites qu'ils ont eues en finale. Mais avec le recrutement de Ronaldo, on pense qu'à ça. Tout le monde les voit trop beaux. Et je pense que cette pression leur est plus défavorable qu'autre chose. Après, c'est mon avis. Roland. Oui, simplement pour rebondir sur la Juve, et là, je pense que si la Juve se fait sortir, peu importe le stade, mais encore plus dès les huitièmes de finale, la saison, enfin, je pense que la direction de la Juve va considérer cette saison comme un échec. Ah, complètement. Parce que le Scudetto, c'est bien beau, mais il leur a été promis déjà avant la saison, avant même l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Là, parce qu'en fait, ils ont fait venir Ronaldo pour ça, et ils ont rapatrié Bonucci pour ça, pour reformer la fameuse défense Chiellini-Bonucci. Qui a pris un peu d'âge quand même. Pardon? Qui a pris un peu d'âge, qui a vieilli un peu. Oui, mais bon, c'est pas à toi qu'on va apprendre que les défenseurs italiens se bonifient avec l'âge. Ouais, Chiellini, je sais pas, mais d'accord. Je pense que même que Oui, Chiellini Bonucci, ouais. a épuré son jeu par rapport à il y a quelques années. Mais bon, bref, c'est Ouais. un débat. Mais là, la Juve se met dans une position assez inconfortable, puisque en termes d'objectifs, purement et simplement, ça fait plusieurs années que les Agnelli, que la direction Agnelli, Nedved et compagnie ne jurent que par la Ligue des Champions. Et cette année, se faire sortir, qui plus est en huitième, puisque bon, c'est pas encore fait, bien sûr, en ayant recruté Ronaldo, qui était venu pour ça. Voilà, ça devient compliqué pour elle. Après, bon, on fait pas une émission sur la Juve, c'est sûr. Mais bon, voilà, la Juve aurait potentiellement raté son objectif de la saison. Accessoirement, on ne pourra pas défendre son titre de Coupe d'Italie, même si je pense que c'est pas ce qui va la perturber plus que ça. Voilà, c'est un peu bizarre cette ambiance autour du football italien au niveau européen ces derniers jours. Voilà. Et c'est peut-être pour ça finalement que Nico n'est pas des nôtres ce soir, parce qu'il reçoit, hein, je vais trahir un secret, il est peut-être en train de sabler le champagne, suite à, enfin en tout cas en anticipant cette élimination donc potentielle de la Juve, puisqu'on sait que Nico est le plus fervent anti-Juventino de cette émission, même si je sais qu'il y en a certains qui lui courent derrière, et donc à mon avis c'est ça. En tout cas nous, on se retrouvera peut-être, s'il y a du monde, hein, certainement samedi prochain, on sait qu'il y a la Lazio je crois mardi, mais ce sera pas possible, c'est en semaine, c'est compliqué vu les horaires, mais samedi prochain, donc ce sera Sassuolo, le match est à 18h, donc on risque de faire une émission s'il y a du monde. Voilà messieurs, je vous remercie. Ça a été long ce soir, mais ça a été constructif, intéressant et avec des bonnes idées. Hein. On posera toujours la question, l'éternelle question Bakayoko. Je crois que c'est un feuilleton qu'on va suivre jusqu'en juin. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et donc on se retrouve certainement samedi prochain. Salut! Ciao! Salut.